Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de notre série sur l'initiation au PHP. Alors cet épisode va être dans un format plus digeste, un peu plus court, je pense que je vais essayer de faire ça à l'avenir pour que ça soit plus agréable à regarder. Dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder un peu conceptuellement sur comment stocker nos utilisateurs de manière propre et correcte dans notre base de données. Savoir qu'en entreprise, vous aurez peut-être la possibilité de déporter la partie authentification vers un serveur LDAP par exemple. Ça permet de ne pas devoir vérifier le password nous-mêmes, simplement vous envoyez nom d'utilisateur password à ce serveur et il vous dit si ça match ou pas. L'intérêt de ça, c'est que la personne peut utiliser le même nom d'utilisateur et le mot de passe que dans le reste de son environnement de travail. Par exemple, le même que lorsqu'il se connecte à sa session, ou ce genre de choses. Ici, on part du principe que l'authentification est spécifique à votre app, et donc on stocke les utilisateurs dans votre base de données propre à votre app. Comment faire ça proprement ? Alors, de manière naïve, on pourrait se dire, c'est très simple, je vais stocker en DB l'ID de l'utilisateur, ok, je vais aussi stocker son username, ok, super, je vais aussi stocker son password, voilà, super, et donc je vais pas me prendre la tête, simplement lorsqu'il voudra se connecter en DB, eh bien, j'aurai juste à regarder ce qu'il me donne comme username, voir si j'ai un record en DB qui match, et si le record match, à ce moment-là, je vérifie le password, et si les deux correspondent, j'autorise l'accès. C'est très dangereux, et c'est pas du tout best practice. Pourquoi ? Sur Internet, il y a des personnes malveillantes qui vont essayer de récupérer votre base de données. Des hackers qui vont se débrouiller pour la récupérer. Imaginons qu'en plus de l'ID de l'username et du password, vous ayez, par exemple, ici, l'adresse mail. Voilà. C'est pour les besoins de l'exemple. On n'a pas besoin de notre app, mais imaginons. Bien, ce qui va se passer, c'est que il y a de fortes chances que certains de vos utilisateurs ne fassent pas ce qu'il faut et donc utilisent le même password, peu importe le service. Et donc, pour leur banque, pour leur adresse mail, pour votre site, votre app aussi, ils utilisent un même password partout. Et du coup, peut-être même pour leur mail. Et donc, si vous stockez tout ça en DB et qu'un hacker arrive à récupérer cette table dans laquelle vous stockez tout ça, non seulement potentiellement avec l'username et le password, il pourra essayer de se connecter à tous les sites qui appartiennent à cette personne, son compte Facebook, tout ce qui s'ensuit, et peut-être même pour les sites où il n'a pas le mot de passe et où le password ne fonctionne pas, peut-être que le password est le même que pour son adresse mail. Et donc potentiellement, ça voudra dire qu'il pourra se connecter à son mail, demander des resets password, et il aura accès à la vie numérique complète de la personne, et ça sera avant tout votre responsabilité. Ok, cette personne ne doit pas utiliser tout le temps le même password, c'est sa faute, entre guillemets, mais ça, on s'en fiche, c'est de votre responsabilité. C'est vous qui avez créé l'app, c'est vous qui avez décidé de laisser le password en clair dans la base de données et de risquer de corrompre la vie numérique de cette personne. C'est vachement grave. C'est de votre responsabilité, désolé de me répéter, de vous assurer que ça n'arrive pas. Comment faire pour s'assurer que ça n'arrive pas ? Vous allez voir sur le principe, c'est assez simple. Ici, je n'ai pas besoin du mail, donc je vais supprimer ce champ. Comme ça correspond vraiment à ce que nous, on va voir en DB. Donc, le principe, c'est de trouver une astuce pour ne pas stocker le password en DB, mais pouvoir quand même vérifier le password de la personne. Ça paraît tordu. En fait, il y a des fonctions qui s'appellent des fonctions de hachage. Comment ça se passe ? Vous allez voir, c'est assez simple. C'est comme une grande passoire, comme ceci. Ok, on fait notre petite passoire. Ouais, elle est pas très jolie, mais bon, voilà. Sur le principe, ça, c'est une passoire. Et donc ça, c'est une fonction de hash. À quoi elle va nous servir ? Simplement, on va prendre ce password, le faire passer dans la fonction de hash, et qu'est-ce qui va ressortir de cette fonction de hash ? Eh bien, il va ressortir le hash, qui est une string de caractères aléatoires, de ce type-ci, par exemple. Voilà. Et l'intérêt de ceci, c'est que vous pouvez stocker ça en DB à la place du password, ce qui veut dire que là, en fait, il ne s'agit plus du password, mais il s'agit du hash que vous stockez en DB. Voilà. Une des propriétés du hash, c'est que systématiquement, pour chaque password que vous entrez ici, il n'y aura qu'un seul résultat possible, au sens où ce password, vous pouvez le rentrer 8 millions de fois dans la même fonction de hash, il va toujours vous donner en sortie la même chaîne de caractères. On est d'accord. L'autre propriété, c'est que le chemin inverse n'est pas possible. On ne peut pas utiliser cette fonction pour pouvoir remonter
à la source et décoder le password. D'accord? Ces fonctions, il y en existe de différents types. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une fonction. Par exemple, il y a de vieux algorithmes de hash qui sont à déconseiller maintenant, comme par exemple le MD5, c'est vraiment vieux et il faut pas du tout utiliser ça pour faire les hashes dans votre app. Donc maintenant, on se dit que notre passoire, c'est une passoire super solide qui va pas permettre de remonter. Ok, donc là, on se dit déjà, on est bon. Sauf que, comme on l'a vu, il y a des hackers. Et ils sont plus malins que de simplement regarder si vous avez le password en clair dans la DB et se dire, ah bah non, ah y a pas de password, il y a un hash, bon bah les gars, c'est foutu, hein, on rentre chez nous tout nu, on n'a rien obtenu. Et ils vont pas se dire ça, ils vont se dire, bah mon ami, une des propriétés de ce hash, c'est que pour n'importe quel password, il y a une seule string. Et bah, moi je suis un petit malin, je sais que les gens souvent utilisent des passwords qui sont les mêmes, il y a souvent les mêmes passwords qui reviennent, hein. Par exemple le password ABCD 1, 2, 3, 4, je suis persuadé que si vous avez une DB avec des milliers d'utilisateurs, il y aura bien un de ceux-là qui utilise ABCD 1, 2, 3, 4. Parce qu'à un moment, vous allez proposer dans votre app qu'ils puissent changer leur password, vous pouvez pas vérifier toutes les bêtises qu'ils peuvent mettre, à un moment ils mettront un password qui n'est pas sécurisé de ce type. Or, comme ce password donnera toujours la même string, par exemple ici, imaginons que c'est ce password qui donne ces strings, eh bien, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer pour chaque type de hashage un dictionnaire de hash. Et ce dictionnaire de hash contiendra les correspondances. Et donc, pour chaque type de password très connu, hein, ils vont calculer ce que donne le hash en résultat, ce qui fait que s'ils trouvent votre DB parce qu'ils l'ont hacké, ils n'ont qu'à vérifier lesquels des hash correspondent à ces strings de hash que eux ont stockés dans leur dictionnaire, et ils connaissent directement la correspondance, parce qu'ils ont fait eux le chemin inverse, et ils savent, bah tiens, ce hash je le connais, on l'a pris la peine de le mettre dans le dictionnaire parce que c'est un hash qu'on retrouve très souvent, parce qu'il vient d'un password qu'on retrouve très souvent. Boum, j'ai son password, et donc toutes les implications dont on avait discuté tantôt pour l'utilisateur qui était potentiellement ruiner sa vie numérique, c'est-à-dire qu'on change ses passwords sur tous ses sites web, qu'on le fasse de manière malveillante, et qu'on puisse aussi accéder à sa boîte mail pour resetter tous les comptes qu'il a sur Internet, les applications sont exactement les mêmes. Donc, ce que vous avez fait, ben, c'est vachement bien. C'était beaucoup moins naïf que de stocker le password en clair, mais si vous avez affaire à un petit malin, et ça sera le cas, ça sera pas beaucoup plus efficace, entre guillemets, si l'utilisateur a choisi un password tout pourri. Donc, on va prendre en compte que l'utilisateur va choisir un password tout pourri. Virtuellement, parce que dans votre app, vous avez beau dire 4 caractères, au moins un nombre et des caractères spéciaux, s'ils mettent ABCD 1, 2, 3, 4 étoiles, ça va pas vous arranger beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un truc qui s'appelle un grain de sel. C'est quoi un grain de sel? Vous allez voir, on a presque fini. On va appeler un champ en DB GTS pour grain de sel, ok, l'acronyme. Et ce qui va se passer, c'est que pour chaque utilisateur que vous allez créer en database, donc ce que vous allez faire à un moment T, c'est que quand vous créez l'utilisateur, vous allez lui dire, voilà ton username, voilà ton password. Vous allez stocker l'username en clair dans la base de données, pas de raison de le hasher, et vous allez hasher le password, et une fois que vous avez terminé d'hasher le password, vous allez mettre ce hash, ok, dans la base de données. Parfait. Eh bien, vous allez faire une étape en plus qui va permettre de blinder votre sécurité. Ça va être l'étape du grain de sel. C'est-à-dire que vous ajoutez l'username en DB, et au moment de générer le password, vous faites un truc supplémentaire. Vous allez en fait générer le grain de sel. Alors, générer le grain de sel, rien de plus simple, on verra. Le grain de sel, c'est quoi? C'est une string aléatoire. Une certaine longueur, et vous mettez dedans des chiffres, des lettres, tout ce qui s'ensuit. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'ici, ce grain de sel que vous avez généré aléatoirement, vous allez aller le mettre dans la DB, le stocker comme l'username, le grain de sel en clair dans la DB, et vous allez ajouter ce grain de sel au password, ici, ajouter le grain de sel au password, et passer cet ensemble dans la fonction de hash, ce qui fera que la string qui va sortir ne pourra jamais être remontée jusqu'au password. Comprenez, à partir du moment où on modifie l'entrée, la sortie sort, ce qui veut dire que si eux, dans leur dictionnaire, ont ABCD 1, 2, 3, 4, ils ont le hash d'ABCD 1, 2, 3, 4, mais ils n'auront pas le hash d'ABCD 1, 2, 3, 4, plus la string aléatoire. Tout ce que vous aurez à faire à chaque fois que l'utilisateur veut s'authentifier, vérifier qu'il a bien
une ligne, un enregistrement dans la base de données avec son username. Ensuite, récupérer le grain de sel qui correspond, l'ajouter à la fin du password qui donne sans stocker le password, passer ça dans notre password hash, regarder ce qui sort et vérifier si ça match avec le hash. Si c'est le cas, il a l'accès. Et là, normalement, vous êtes blindé. Tant que vous utilisez un algorithme correct, comme au moins le SHA 256, et que vous ajoutez le grain de sel, vous êtes vraiment, je pense, dans les clous du best practice. Et là, vous pouvez vous rassurer et vous dire, si jamais un jour mon app est corrompue et qu'on l'exploite et qu'on la hack, et que le pire qui puisse arriver, c'est que mes données sortent, et surtout les données de mes utilisateurs, parce que vous en êtes responsable, eh bien, pas de problème, entre guillemets, parce que c'est embêtant parce que, ok, ils ont une liste de vos utilisateurs, mais ils n'ont pas leur password, et vous ne compromettez pas la vie numérique de tous vos utilisateurs. Donc, ce que je vous ai montré ici, on va le mettre en place en base de données, et on verra c'est quoi les sessions aussi dans les prochaines vidéos. Mais ce qu'on a vu ici, c'est vraiment conceptuellement les bases, qui vous expliquent ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, comment on va le faire, et si vous ne faites pas ça, c'est très mauvais. Soit vous utilisez quelque chose de meilleur que vous avez trouvé quelque part, mais il faut que ça soit au moins aussi sécurisé, c'est super important. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que le format est un peu mieux en étant un peu plus court, et que c'est assez attractif. C'était un peu de théorie, mais malheureusement, il faut passer par là, sinon je vais faire des choses de manière aléatoire et vous n'allez pas les comprendre. Donc, c'est logique de passer d'abord par un tout petit peu de théorie. J'espère que c'était suffisamment clair. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va mettre ça en place. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé, merci pour votre intérêt. À la prochaine.